remercie d'avoir répondu à mon invitation. Je souhaitais donc que tu puisses répondre à une controverse, à savoir sur la question d'une coutume, d'une tradition, je vais dire Congo, mais je pense que ça existe aussi ailleurs en Afrique, mais tu vas nous le confirmer éventuellement. Ce serait déjà que tu puisses nous dire quelle est cette tradition-là. La controverse, je parle de controverse parce que au sein même du Congo, beaucoup en parlent comme étant de l'esclavage. Or, nous savons que l'esclavage n'a rien à voir avec cette tradition, mais là encore, il faut pouvoir l'expliquer et le démontrer. Donc, je souhaitais que tu viennes parce que j'ai estimé que tu étais le plus qualifié, non seulement parce que tu maîtrises la langue, tu maîtrises aussi les questions de l'esclavage aussi, je le sais. Et puis, autre chose aussi, c'est que pour étendre sur l'Afrique, ben, voilà, tu es quelqu'un qui circule beaucoup en Afrique, qui connaît aussi les autres traditions africaines, donc pour pouvoir faire le lien et dire que oui, ça existe aussi ailleurs et ce n'est pas l'esclavage. Bon, enfin, toutefois, donc à nouveau, je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. Et je vais donc te céder la parole pour que tu nous présentes déjà, alors je le dis, peut-être je vais mal le prononcer, donc c'est cette tradition que l'on nomme la tradition des Bantu Basumba. Alors, il est possible que j'ai mal prononcé et la question justement est là, c'est qu'on entend le mot Sumba et donc du coup tout de suite on pense que ça a vraiment un lien avec le fait de d'acheter de... Bon, enfin, je m'arrête là. Je te donne donc la parole, cher Bastien. Bon, tout d'abord, bonjour à toi, Foulélé. Bonjour à mon frère Massengou Mambongolo. Je suis bien content de prendre part à cette rencontre, bien qu'elle soit virtuelle. C'est toujours bien de s'entretenir sur des sujets euh, de ce genre. Surtout que ça a un grand intérêt pour moi, particulièrement de parler de la tradition, une tradition euh, que je pratique au quotidien, puisque je suis de tradition Congo. On ne peut pas parler de controverse lorsqu'on parle de Bantu Bansumba, pour la bonne et simple raison, pour pénétrer une culture, il faut d'abord en maîtriser la langue. La langue nous permet de pénétrer une culture à l'intérieur d'une culture. Si on ne maîtrise pas la langue, on fait des interprétations libres et cela peut être dangereux. Tout d'abord, avant d'évoquer le concept de Muntu Ansumba ou Bantu Ansumba, Muntu le singulier de Bantu, il est nécessaire de rappeler un proverbe congo qui nous enseigne Zaladia Bantu Gadena Koko. Zaladia Bantu Gadena Koko signifie il n'existe point de déchetterie humaine, ce qui signifie que l'être humain est sacré. Ce proverbe souligne la sacralité de l'être humain. Si chez les Congos l'être humain est sacré, comme probablement chez d'autres peuples, ça veut dire que l'être humain n'est pas commercialisable, n'est pas vendable. Deuxième proverbe Congo qui donc vient confirmer ce que je suis en train de dire, qui nous enseigne Bole Bantu Bukaka Songo. Cela signifie que l'homme n'est rien sans l'homme. En gros, l'union fait la force. C'est un proverbe qui stipule la solidarité et qui proscrit la, la solitude. Donc, c'est bien pour montrer que dans le paradigme Congo, l'être humain est sacré et tout ce qui est sacré ne peut pas être vandalisé, ne peut pas être profané, ne peut pas être commercialisé. Et on en arrive d'ailleurs même à la question spirituelle, puisque euh, tout ce qui est sacré chez nous ne se vend pas. D'où le concept de Zomina, l'obol. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de sacré, on peut faire une offrande, donner une obole, mais ce n'est pas commercialisable. On en revient à l'être humain, Muntu wa Nsumbu. Je confirme que Muntu wa Nsumbu, ce concept existe également dans d'autres contrées, notamment au Burkina Faso, en Guinée, même au Mali.
Qu'est-ce qu'un Muntu Nsumba? L'étymologie de Nsumbu vient de Sumba, qui signifie acquérir, acheter. Mais lorsque Sumba devient Nsumbu, ce n'est pas forcément ce qu'on a acquis ou ce qu'on a acheté. Là, nous sommes dans la linguistique. Lorsque les Congos parlent de Muntu à Sumba, Chimacha Sumbu Chenan, c'est ce qui est déjà acquis. Mais ce qui est acquis ne veut pas forcément dire ce qui a été acheté. Qu'est-ce qu'un Muntu en Sumba? Dans le cas de Muntu en Sumba, puisque pour acquérir, il faut déjà qu'il y ait de la monnaie. Bon, nous sommes dans des contrées où la monnaie n'existe pas. Et dans certaines contrées, bien que les Congos ont connu plusieurs systèmes monétaires, le Ndaku, le Ngela, le Meya, etc., mais il y a aussi des contrées qui n'ont pas connu de monnaie et où il y a des Bantuba Sumba. Alors, comment expliquer cela? C'est tout simplement parce que dans les familles Congo, dans la tradition Congo, un être humain qui appartient à une famille et qui ne peut retracer son ascendance est un Muntu ou un Sumba. On ne parlerait pas d'un être adopté parce que l'adoption, c'est un désir. Lorsqu'on veut adopter un être humain, on en manifeste le désir. Muntu Sumba, ça peut être quelqu'un qui a pendant longtemps fréquenté une famille, qui se retrouve démuni et qui finit par être intégré à cette famille naturellement. Mais au moment où cette personne va, par exemple, revendiquer un héritage qui lui est contesté, on va lui rappeler, attention, c'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas un membre de la famille naturelle parce que qui est ton père, qui est ta mère. Voilà pourquoi, chez les Congos, lorsque on se présente, on doit d'abord décliner son identité clanique. Maintenant, ngombulu ya sangi ya minabantu, mwana mafinunu ya bandoki, ntekolo nganga, ntekolo manzumba, etc., etc. On décline d'abord quand on décline son identité, on doit citer ses parents, ses grands-parents, ses deux lignées, quoi, paternelle et maternelle. Ce qui est souvent compliqué pour le Muntu Nsumba. Donc, le Muntu Nsumba est un être humain qui a tous les droits dans une famille, qui a même un droit de veto, mais sur certains points, on lui rappelle quand même que voilà, tu n'es pas tout à fait un membre de la famille, tu as intégré la famille dans diverses circonstances, ça pourrait être... Bon, il y a plusieurs raisons qui expliquent que le Muntu Nsumba, voilà, c'est un statut, mais ce n'est pas un sujet qu'on évoque tous les jours. C'est-à-dire que chacun sait que cette personne est membre de la famille et n'est attaché à aucune lignée, mais en cas de contestation, par exemple, d'héritage, quelqu'un qui veut à tout prix prendre une chefferie, par exemple, monter sur un trône, là, les gens vont lui dire, attention, nous t'avons accepté, tu es membre de notre famille, mais il y a des limites parce que tu n'es pas rattaché à telle lignée. C'est souvent le concept de Muntu Wansumba ou Wasumbu est, est, est employé lorsqu'on se retrouve dans ces circonstances-là. Faisons un tour au Burkina Faso pour faire un parallèle. Ce concept existe là-bas, bien qu'il y ait d'autres mots. Ne maîtrisons pas les langues du Burkina Faso, j'en suis pas locuteur, donc je ne saurais donner la définition exacte. Mais par exemple, au Burkina Faso, vous avez des gens qu'on appelle les Slimouaga. Les Slimouaga, ce sont des peuples qui ont été adoptés par les Mossi. Ce sont des Mossi, mais qui sont d'origine Peul. Donc, ce ne sont pas tout à fait des vrais Mossi, mais ils sont considérés comme Mossi. Ils parlent le moré, la langue des Mossi, ils participent aux traditions, mais il peut arriver en cas de contestation, problème de trône, etc., de chefferie, qu'on dise attention, vous êtes certes Mossi, mais vous venez de telle contrée, c'est dans telle circonstance que
Voilà, en Guinée, au Mali, cela aussi existe. Notamment, vous avez un système de caste en Afrique de l'Ouest qui perturbe depuis des temps immémoriaux. Et vous avez des gens, par exemple, qui s'appellent comme Diallo, qui sont des nobles, mais entre Diallo, on sait qui est le vrai Diallo, qui ne l'est pas, ou tel Diallo vient de telle personne, il y a des tours et telle personne, parce que, voilà, c'est, ça a donné même lieu à la parenté à plaisanterie. Et ça, ce sont des institutions culturelles africaines que nous devons étudier en profondeur parce que ce sont des sujets qui peuvent nous permettre de désamorcer des crises. Donc, le Muntu ou Sumbu ou Ansumba n'est pas forcément un esclave ou quelqu'un, puisque la notion même d'esclavage n'existe pas. Pour qu'il y ait esclave, il faut que l'institution existe, qu'il y ait un mot. En langue Congo, il n'y a pas un mot qui désigne l'esclavage. Voilà. Nous avons des mots qui peuvent désigner l'asservissement, l'exploitation, ce qui sont des systèmes détestables. Mais ça n'a aucun rapport avec l'esclavage. C'est-à-dire qu'acheter un être humain, non, ça n'existe pas parce que les Congos te diront il n'y a pas un marché où on vend des êtres humains. Donc, il n'y a pas un commerce de l'être humain. Ce n'est pas du bétail, comme on peut le voir dans certains systèmes ailleurs où l'être humain est réduit au statut de bien meuble. Voilà. Un être à qui on dépouille toute son humanité. Chez les Congos, cette notion n'existe pas. Je suis locuteur de la langue Congo, une langue que je parle depuis ma naissance. Donc, mes deux parents sont congophones. Donc, je ne saurais euh, affirmer le contraire. Voilà. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Je pense que ça a été assez clair. Euh, et je te remercie justement d'avoir appuyé par les proverbes parce que je pense que si malheureusement les jeunes aujourd'hui déjà parlent très mal hein, maintenant ces langues-là et ignorent malheureusement les proverbes alors que on s'appuyait sur les proverbes. Et le proverbe est clair. Le proverbe que tu as énoncé, il est clair. Malgré tout, justement, aujourd'hui, les gens, justement, quand ils parlent, on dit que l'esclavage, par exemple, n'a pas existé au Congo, ils vont dire, ah, bah si, tu as dit comment il n'y a pas de mot pour dire esclave. Et souvent, pour justifier qu'il y a eu d'esclaves, le mot qu'ils emploient, justement, c'est, bah, si on dit, on les appelait Bantu Basumba. C'est ça la preuve d'esclavage. Mais tu as bien expliqué, donc c'est faux, ça n'a rien à voir. Euh, bah, tu as été tellement clair par rapport à ça que du coup, je vais parler de controverse ou quoi, mais je ne vois pas ce que je pourrais ajouter ou te poser autre comme question. Mais voilà, simplement, moi, j'ai tenu à ce que tu apportes cette précision parce qu'effectivement, hein, je te dis, c'est pas que des jeunes, c'est même des personnes adultes qui sont des locuteurs de cette langue-là, mais qui ont cette version-là. Donc, je vais quand même te poser une question. Je dis, comment tu expliques que des personnes qui parlent l'ari se retrouvent quand même malgré tout à confondre les choses comme ça? Ben, la confusion est due au fait que lorsqu'on a été colonisé, on fait des transpositions ou des parallèles. Vous avez Je vous donnerai l'exemple, par exemple, de table en langue Congo. En Kikongo, généralement, lorsque les Congos veulent désigner une table, ils disent mesa. Mais en fait, mesa, c'est un mot portugais. Parce que nous, dans notre paradigme, la table n'existe pas, on mange au plat commun. Mais avec la colonisation, nous avons fini par adopter des habitudes et on essaie d'adapter. Mais la notion de table chez les Congos n'existe pas. C'est comme si vous venez parler de l'informatique. Nous serons obligés d'adopter des mots ou les déformer. Voilà, donc ce sont des gens qui font des transpositions en fonction des réalités qu'ils vivent. Mais je dis bien que euh, les Congos disent clairement, parce que chez nous, le lieu, le premier lieu d'apprentissage, c'est le Mongi. C'est le lieu par excellence avant d'arriver aux Ikwas.
Le Zikwa, c'est une sorte de congrégation, une sorte d'université où on étudie. Et nous avons une fourmilière de proverbes qu'on appelle Bingana. C'est avec ça qu'on enseigne. Un enseignant Congo, ce qu'on appelle un longi, ne peut pas euh, euh, transmettre son savoir sans commencer par un proverbe. Tout enseignement Congo commence par un proverbe. On dit toujours Bambuta Batang. Donc, les anciens ont dit. On se réfère toujours aux ancêtres. Et le proverbe est très clair. Il n'existe pas de déchetterie humaine. Ça veut dire quoi? L'être humain est tout simplement sacré. Et ce qui est sacré ne peut pas être profané. Vendre un être humain relève de la profanation. Ça, c'est primo. Maintenant, il peut y avoir des troubadours dans une société comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, des êtres cupides, qui peuvent se permettre des choses répréhensibles par la loi, mais aussi par la tradition. Il y a des sanctions pour cela, parce que les sanctions ont été très sévères. Euh, pour les fautifs, je vous donnerai l'exemple, par exemple, du viol dans la société Congo. Lorsque quelqu'un violait, je peux vous assurer que le châtiment qui lui était réservé était horrible. C'est bien pour dire que si on arrive à châtier sévèrement un violeur, imaginez-vous un vendeur d'êtres humains ou un trafiquant d'organes. Ça, ce sont des choses qui ne relèvent pas, parce que déjà, pour qu'il y ait des trafics d'organes, il faut pouvoir faire des greffes. Notre médecine n'est même pas dans cela. Je donne un exemple tout simple pour vous montrer même la sacralité de l'être humain. Parce que ce sujet est vaste en posant sur la table le concept de Muntu Asumba. On peut ouvrir plusieurs brèches. Prenons le cas, par exemple, chez les Congos, on ne fait pas d'autopsie quand une personne meurt. On n'exhume pas un corps s'il n'y a pas érosion ou éboulement de terrain, etc. Donc, parce que la tombe est sacrée. Vous comprenez? Si la tombe est sacrée, imaginez-vous l'être humain. Donc, c'est bien pour dire que demain, dans un siècle, des jeunes Congos pourraient trouver des mots pour expliquer les greffes d'organes, etc. Mais, en vérité, notre médecine ne l'a même pas prévu. Il n'y a pas de pièces de réchange pour un être humain. Ce n'est pas dans notre concept. Prenez le cas, par exemple, moi, j'ai eu commis la maladresse lorsque j'ai commencé à étudier avec mes maîtres Dogon dans le village de Fambori au Mali. Je me suis fait un malin plaisir à leur montrer mes travaux, enfin, ce que j'ai pu filmer dans différents musées, la momification, les momies, les sarcophages, etc. Les Dogons étaient horrifiés de voir cela. Ils m'ont dit, mais comment tu peux aller filmer des êtres humains dans un musée? La place d'un cadavre, ce n'est pas un musée, c'est une sépulture. Je me suis senti honteux tout simplement parce que je suis dans un paradigme colonial. C'est exactement ce qui arrive lorsque on traduit Muntu Nsumba par esclave. Dans toutes les sociétés humaines, il y a eu des systèmes d'exploitation qui sont certes détestables. Mais de là à assimiler le Muntu Nsumba à, à un esclave, c'est complètement stupide. Je donnerai un exemple encore plus éloquent. Chez les Congos, il y a un patronyme qui s'appelle Basumba, qui fait référence à Sumba. Basumba signifie ce qu'on a acheté. Hein? Wabasumba, celui qu'on a acheté ou celui qu'on a acquis. Mais cela ne veut pas dire qu'on l'a acheté. C'est un mot, un terme qui désigne une circonstance. Et malheureusement, à partir de la colonisation, lorsque les colons se sont emparés de l'administration chez nous, ils ont fait en quelque sorte que quand une personne s'appelle Basumba, systématiquement ses enfants s'appellent Basumba. Mais le Basumba, le nom était donné en fonction d'un événement qui précédait la naissance. Chez les Congos, par exemple, un enfant qui naît les pieds en premier, c'est-à-dire que les pieds sortent avant la tête, on l'appelle systématiquement Musunda. Donc, dans la société congolaise, lorsqu'une personne s'appelle Musunda, on sait tout de suite donc comment cette personne est née. Mais moi, je connais beaucoup de gens qui s'appellent Musunda, sans pour autant, qui sont nés la tête en premier. C'est tout simplement parce qu'ils ont hérité ce nom de leur père. Donc, l'importance de la tradition, on ne peut pas tricher avec. C'est ça qui fait qu'on en arrive à cette confusion. Il faut créer des chaires
professorale dans nos universités pour débattre de ces sujets. Et moi, crois-moi que lorsque tu m'as proposé cette thématique, je n'ai pas hésité à répondre présent et je suis prêt à discuter avec n'importe quel congophone ou n'importe quel intellectuel qui étudie l'univers Congo, en discuter sereinement. On va donc s'appuyer sur ce qu'on appelle chez nous les bingana, les proverbes, qui sont vraiment la référence en matière d'enseignement. Tu ne peux pas être un longi chez les Congos, un mikudi, sans un kengi, c'est-à-dire un gardien, un vigile de la tradition, sans maîtriser les proverbes. Les Congos commencent toujours par les proverbes lorsqu'ils enseignent. Donc, premier proverbe que je pose à ceux qui disent que Mountoine Soumba est un esclave, c'est Zalada Bantu Kadena Koko. Ça, c'est un proverbe qui est connu, c'est même basique. Deuxièmement, deuxième proverbe, c'est Boale Mhm. Bantu Bukaka Songo. Ça veut dire que l'être humain est sacré, tu dois composer avec lui. C'est cela la bonne tradition. Voilà. Alors, est-ce que donc ce système-là de Bantu Basumba, est-ce que ça explique aussi le manque de prison, peut-être qu'il n'y a pas eu avant la colonisation et autres? Et deuxième question, est-ce que le Mutu Asumba, est-ce que c'est une sorte de... Alors, c'est pas le bon mot, une sorte de punition dans le sens où je pense que c'est suite des fois à un acte violent qui a eu un vol ou un meurtre, justement, des fois, pour racheter, tu me corrigeras si c'est pas ça, peut-être pour racheter la faute commise, la personne, ou enfin, en tout cas, on donne à la famille éprouvée, donc, un monde pour compenser, en quelque sorte. Mais alors, déjà, première question, c'est est-ce que ça explique l'absence de prison, ce qui est dit, hein, et tu confirmas si c'est vrai, l'absence de prison de manière générale en Afrique avant la colonisation. Est-ce que c'est ça, c'est ce genre de pratique qui peut expliquer aussi cela? Bien que, tu l'as dit, il existe aussi quand même des châtiments. Voilà. Bien évidemment, toute société a sa propre justice, a sa propre juridiction, et on ne pourrait pas dire que dans nos sociétés, il n'existait pas de justice ni de juridiction. On a des nzonzi. Le bunzonzi, justement, c'est aussi le droit. Le nzonzi est un magistrat. Lorsqu'on on dit qu'on fumu bagogo funda, c'est-à-dire qu'on va porter plainte, mais on ne porte pas plainte au commissariat, on porte plainte directement au magistrat. C'est cela aussi le droit coutumier Congo qu'il nous faut analyser, étudier en profondeur. La notion de prison, encore une fois, est étrangère à l'Afrique millénaire. La prison n'existe pas dans la plupart des sociétés pour la bonne et simple raison que l'Afrique n'a pas été colonisée. On a encore des peuples premiers chez nous et on peut étudier leur mode de vie chez les Imba, qui sont un peuple à cheval entre l'Angola et la Namibie. La prison n'existe pas. Chez les Bakukuya, chez les Kwele, chez les Baka, les Babongo qu'on appelle improprement pygmées, ce sont des populations qui n'ont pas connu de colonisation. La prison n'existe pas chez les Kuba, qui ont légèrement été colonisés. La prison n'existe pas. Donc, je suis en train là de vous décrire un espace géographique euh, qui est très proche du Congo. Ces peuples que je cite sont des composantes de la population congolaise actuelle. Donc, on peut observer chez eux, la prison n'existe pas. Et pourquoi est-ce que, si la prison n'existe pas chez eux, forcément, chez leurs voisins, elle n'existe pas non plus. La prison, l'avènement de la prison correspond à la période de la colonisation. Hein. En Kikongo, on a un mot pour désigner prison. On dit boloko. Mais attention, boloko n'est pas forcément un lieu où on écoute les gens. Ce n'est pas un centre pénitentiaire. Puisqu'il y a aussi une expression du Congo qui dit boloko de Antela Nitasa. Boloko de Antela, traduction littérale, ça donnerait une prison debout. C'est-à-dire que je suis emprisonné, mais debout. Boloko de Antela, c'est une condamnation, comment dirais-je, purger une peine sans être écroué. C'est une sorte de pénitence.
Donc, ça, c'est l'importance de la linguistique. Hein. Faire des traductions littérales, ça peut se révéler dangereux. Voilà. Les mots ont un sens. Je donnerai un exemple. Par exemple, chez nous, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Mundele. Mundele désigne l'être humain de type occidental. Pour dire blanc, chez nous, on dit Mbembe. Ça, c'est la couleur. Mais quand il s'agit de l'être humain, on dit Mundele. Mais il y a aussi des gens très noirs de peau qu'on appelle Mundele. Mundele, quand on dit Mundele, quand on désigne une personne, on dit Mundele, ça ne signifie pas que cette personne est blanche, mais peut-être sa manière, sa façon d'être. Voilà. C'est aussi ça. Un mode de vie, ça peut traduire un mode de vie. Et vous avez également Mundele Ndombi, ce qu'on pourrait traduire par exemple par Bunti, Bunti, Oncle Tom, etc. Voilà. Donc, la linguistique a son importance et je pense que nous ne pouvons pas faire économie de cette science lorsque nous parlons des concepts, nous évoquons des concepts tels que Muntu Ansumba. Dans toutes les sociétés, il y a eu des troubadours. L'humanité n'est pas parfaite depuis la création. Donc forcément, il y a eu des redresseurs de tort, il y a eu des malfrats, mais quand on dit Muntu Ansumba, ça traduit plusieurs cas. Ce n'est pas un cas unique. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui a commis un meurtre, un indésirable, et qui finit par intégrer une famille. Bon, pour X raisons. Et généralement même, parce que dans chaque famille, il y a des Montouansou. Dans ma propre famille, il y a des Bandouansouba. Mais ce sont des choses qu'on apprend discrètement. Ce n'est pas des choses qu'on évoque comme ça, parce que ces Montouansouba-là, le jour, par exemple, que je veux j'organise la dot de ma fille, par exemple, ben, le Mouvement Nsumba, son mot à dire. C'est un membre à part entière de la famille. Mais simplement, au niveau de l'héritage de la chefferie, on peut le contester. Mais quoique dans l'histoire des Congo, il y a probablement eu des Bantou Nsumba qui ont occupé des positions sociales très importantes. Ce ne sont pas des exclus, mais ce sont des gens qui ont un passé qui peuvent peser lors d'une décision. Voilà. Et peut-être que le frère Massengo voudrait Oui, dire un oui, mot tout à aussi. fait, absolument. Alors, il y a Tamasengo à qui je vais passer la parole s'il veut en tout cas intervenir. Je demanderai juste un instant, je voulais te poser une dernière question. À propos des Bantu Basumba, on dit justement d'eux qu'ils sont, tu me confirmes si c'est le cas, ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a intégrés dans une autre famille, ces personnes-là n'ont plus, parce qu'elles sont coupées, elles n'appartiennent plus à l'autre. Le lien est coupé. La question que je pose, est-ce qu'il y a des cas où le, le Muntu peut revenir dans sa famille? A priori, d'après ce que j'ai appris, non. Quand il part, il part. Mais est-ce que tu confirmes que c'est bien le cas? Généralement, ce sont des gens exclus quand l'exclusion est définitive. Hein. Nous avons une expression qui Congo quand on dit tête nkandi. Lorsqu'on dit nkandi tout tête, c'est-à-dire que nous avons cassé la noix de palme sèche, en Kikongo, ça s'appelle nkandi. Quand on casse ça, c'est la rupture définitive. Hein. Quand on dit tout est l'engrandi, c'est-à-dire que nous avons cassé la noix de palme, chacun garde un morceau pour dire qu'il y a rupture définitive. Donc, effectivement, si le Montouan Nsumba, par exemple, le Montouan Nsumba aussi pourrait être un orphelin. Ce n'est pas forcément un malfrat, un repris de justice ou un exclu, mais effectivement, je ne connais pas de cas. Je ne pourrais pas affirmer parce que je ne connais pas tous les cas, mais par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu, je ne connais pas un Mundo Nsumba qui a été intégré dans une famille et qui a revendiqué une autre famille. Je n'en connais pas personnellement. Dans mon cas, il doit avoir, j'ai dû connaître deux oncles comme ça par hasard qui sont des Bantuans Nsumba. Mais encore, on les a évoqués discrètement, quoi. Ce sont des choses qui ont effleuré mon oreille. Ce n'est même pas des choses qu'on évoque comme ça. C'est souvent parfois même des voisins qui ont été témoins de l'histoire qui peuvent dire non, telle personne n'est pas de la lignée de Lasconi, c'est un Muntu Ansumba. C'est généralement même les gens extérieurs à la famille qui en parlent. Parce que chez nous,
comme l'être humain est sacré, une fois qu'il intègre la famille, ben, il dispose des mêmes droits que les autres. Ça, c'est très important parce que le Bukulu et le Kikulu sont deux choses complètement différentes. Et il y a aussi là une confusion. Quand on dit Tikulu, c'est la tradition, c'est l'ancestralité. Quand on dit Bukulu, c'est l'ancienneté. Voilà. Ça, tu vois, ce sont des mots qui ont la même terminaison, mais qui n'ont pas la même signification. Il y a beaucoup de confusion. Moi, aujourd'hui, j'observe un certain engouement euh, par rapport aux traditions chez les jeunes, surtout ceux de la diaspora. C'est quelque chose à encourager, mais on ne peut pas devenir un enseignant sans formation. Je veux dire, nous, la formation, nous l'avons reçue depuis le ventre de nos mères. Et les initiations, nous les avons reçues à partir des, des poitrines de nos mères. Parce que lorsqu'une femme allait, ben, elle transmet. La première transmission commence là. Béni de maman. Hein, donc, voilà. Et généralement, quand on parle de la tradition, on parle toujours de Nkumba Ngoudi. Nkumba Ngoudi, traduction littérale, ça donnerait le nombril de la mère. Mais ça a une signification bien plus profonde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper le cordon ombilical. On est lié à la mère ad vitam aeternam. Mais la mère, ce n'est pas seulement la mère, la femme, mais aussi la famille, la patrie, le clan, les terres d'origine, etc. Voilà. On prend comme exemple les enfants que les femmes béninoises font travailler souvent. Est-ce que ça a un lien aussi avec, est-ce que ça ressemble un peu à cette coutume? Est-ce que c'est, je disais que Non, je pense que là, c'est une autre chose. ça, Moi, c'est je autre chose. travaille beaucoup sur le Bénin. C'est un pays que j'exporte depuis 30 ans. J'en sors, ça fait à peine une dizaine de jours, j'étais au Bénin. Les enfants qu'on fait travailler au Bénin, au Togo, au Nigeria, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. C'est une institution qui s'appelle le Vidomégum, en langue fongbe, qui signifie l'enfant placé chez quelqu'un. L'enfant placé, c'est quelqu'un comme une sorte de pupille. Mais c'est une famille qui adopte un enfant parce que les parents n'ont pas les moyens. Souvent, ce sont des enfants qui viennent des zones rurales, qui se retrouvent en ville pour être scolarisés. Et à la base, c'était une institution noble parce que ça permettait de recueillir des orphelins ou des enfants venant des familles indigentes. Mais malheureusement, à notre époque contemporaine, il y a des adultes fainéants qui profitent justement de ces enfants pour en faire une main-d'œuvre servile, accomplir des tâches serviles que des adultes ne veulent pas. Mais logiquement, dans un État normal, ça doit être puni par la loi. Bon, dans certains cas, par exemple, dans le cas du Bénin et du Togo, les villes de Mégone, surtout les filles, qui travaillent dans les marchés, qui vendent, on peut parfois les voir faire des corvées, vraiment qui ne sont pas adaptées aux enfants d'un certain âge. Mais le bénéfice souvent que ces enfants en tirent, c'est qu'à la fin, ils deviennent des grandes commerçantes quand il s'agit des filles. C'est le cas notamment des filles vides et mégones qui sont exploitées dans les marchés comme dans Tokwa. Ce sont des systèmes détestables parce que ces systèmes ont été détournés de leur objectif initial. Mais ça n'a rien à voir avec l'esclavage. L'Afrique il y a partout dans le monde, y compris en Afrique, des systèmes d'exploitation qui sont détestables, mais je ne supporte pas qu'on fasse le parallèle entre ce qu'on a pu voir dans des pays des Balkans. Je suis également slavisant. J'ai beaucoup étudié dans les pays d'Afrique de l'Ouest, pardon, je dis d'Afrique de l'Ouest, de l'Europe de l'Est, notamment la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, où justement il y a eu un système d'esclavage officiel, même à Venise. J'ai eu à parcourir plusieurs villes de l'Adriatique, comme Dubrovnik, etc. Et on sait ce qui s'est passé. Il y a eu des marchés d'esclaves, il y a des stèles qui sont là, des monuments qui attestent de cette pratique-là. Dans le cas de, 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 de l'Afrique et du Congo en particulier, le pays que je connais le plus,
Le mieux plutôt, en termes de tradition, puisque je suis issu de cette tradition, on n'a pas de sources archéologiques qui attestent une quelconque forme d'esclavage ou de prison. Voilà. Nous avons une expression qui, comme qui dit Bologo de Antela. Ça ne peut pas se traduire en français. Bologo de Antela, ça peut traduire l'exil. Hein. C'est-à-dire que c'est une prison. On purge une paix sans se retrouver en prison. Par exemple, le bracelet électronique chez les Congos, ça pourrait se traduire par Bologo de Antela. Tu n'es pas emprisonné, mais voilà, tu es libre. Tu n'es pas libre de tous tes mouvements, tu n'es pas libre de faire, quand on t'interdit, par exemple, de fréquenter tel bar, ça peut se traduire par Bologo de Antela. Hein? Donc, tu es un bar qui fait fureur où tout le monde, toute la jeunesse part. On te dit, bon, toi, vu ton comportement, tu te comportes très mal avec les femmes, on ne veut plus te voir. Et tu vas dire, ah, dit Bologo de Antela, ça. Mais le Bologo, si on fait la traduction, ça donne prison, mais ce n'est pas de la prison. Voilà, c'est une condamnation. D'accord. Ben, je m'excuse un peu. Mon réseau n'a pas obéi à... Voilà. Juste un moment que je me rends compte que je suis deux fois. Voilà. Alors, je disais tantôt, je m'excuse au public et merci beaucoup à Monsieur Foulele pour cette invitation et à Mbouta lui-même de Sangui. Non, évidemment, nous avons la société Congo qui est la nôtre, est une société très bien organisée. Ceux qui sont venus en 1800, en 1482 l'ont reconnu, ils l'ont écrit aussi. Nous avions donc, quand une société est reconnue, il y a les normes, il y a de la discipline. Ceux qui vont au-delà de ces normes, naturellement, ils sont pénalisés, ils sont punis. Alors, il y avait, bon, je viens d'entendre le mot Boloko, évidemment. Il y avait aussi, je pense, des Nzozaki Nanga. Hmm, il y avait aussi, je pense, les Nzozaki Nanga. C'est ce qui a donné les Bula Mananga, les gens qui allaient casser les maisons où on enfermait les bandits. Mais il faut dire que les Bantu Bansumba, pour revenir directement, je pense que Mouta Nasconi l'a déjà bien élaboré, les, les Bantu Bansumba, c'est, c'est pas, comme on dit, des hommes, des esclaves, non. Parce que dans notre logique, dans notre tradition, un homme ne s'achète pas, un homme, on n'achetait pas la liberté de quelqu'un, ainsi de suite. Mais il y avait des, des gens qui avaient commis des fautes et ils étaient punis. La punition où il y a des gens, quand c'était très grave, on faisait boire, on faisait avaler les nsombe, je sais pas comment on appelle ça, le français, ça fait longtemps que je ne le parle plus. On faisait avaler des nsombe aux gens. Les nsombe qui vont ce sont des sortes de chenilles, hein. On les trouve dans les palmiers et ils vont aller broyer tes intestins jusqu'à ce que mort s'en suive. Ou bien on vous mettait des, des mbassa. Les mbassa, ce sont les, les, Ce sont des fléchettes, des les petites feuilles de palmier, hein, les feuilles de ce sont des palmier, fléchettes. voilà. Ça vient de Lubasa. Ok, ce sont des fléchés qu'on vous mettait au niveau, pardon, Non, 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 mais c'est toi qui parles. qu'on implantait là, au niveau de la colonne vertébrale, de telle façon que vous soyez
bloqués naturellement jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y avait des gens aussi qu'on enterrait vivre. Nous avons une belle histoire, bon, un peu dramatique, très dramatique. C'est la mère du roi Alfonso Ier qui a été enterrée vive parce qu'elle a voulu sauver sa fille hein, qui devait accoucher. Et la loi disait qu'il ne fallait pas toucher à tout ce qui est médecine traditionnelle. Et elle était maîtresse de Wumba. Wumba, c'est cette technique qui permet aux gens d'accoucher le plus facilement. Et la mère, la fille, la sœur du roi, donc, avait des problèmes d'accouchement. Et dans cette société-là où le roi faisait la guerre à tous ceux qui utilisaient la médecine traditionnelle, tous les Nganga, et quand sa mère est tombée sur ce chemin-là, elle a aussi été pénalisée alors que son père était, son fils était roi. Donc, les Sumba, les Banabansumba, les Bantubansumba, ce sont des gens qu'on qu'on punit. Ils sont apatrides. Hein. On les envoie très loin de la cité, très loin de la ville. On ne veut plus les voir dans la communauté. Et les décisions se prennent au niveau des anciens. Des fois, celui qui a commis l'erreur, il sait qu'il a commis une faute, mais il ne connaît pas quand est-ce la loi, quand est-ce qu'il a été puni. Parce que simplement, s'il le sait, où il va fuir, où il va faire, où il va commettre une autre faute. Donc, tranquillement, on le prend et il va avec les, par exemple, parce qu'il y avait des jours de marché, il va avec les personnes. Des fois, c'est lui-même aussi qui prend son baluchon. Donc, ils sont en train de partir, ne sachant pas exactement ce qui va se passer. Et le business, je dirais, le business, ce n'est même pas un business parce que deux fois, il n'y a pas d'échange au plan financier. Hein. Parce qu'il y avait des gens qui, dans leur famille, il leur manquait un homme. Dans une famille, il n'y a que des femmes, ils ont besoin d'un homme. Ils vont donc marcher. Il y a des gens qu'on trouve là qui sont apatrides, donc il faut les envoyer dans d'autres contrées, très lointaines contrées. Et c'est là un peu où ils peuvent trouver les gens dont ils ont besoin pour leur famille. Mais là où il va partir, et c'est là le problème, là où il va partir, il intègre une communauté, il intègre une famille. Il a la possibilité de se marier, de travailler comme tous les autres. Et il perd une partie de ces quatre villas. Il perd une partie de ces quatre villas. Hein. Nous avons quatre villas, donc tu perds une partie parce que là-bas, tout a été effacé. Donc tu vas avec les deux autres villas qui te restent, ou bien quand tu arrives là-bas, tu as perdu toute une villa, tu arrives là-bas, comment on appelle ça? On te donne d'autres villas. Tu deviens une autre personne. Tu intègres une autre société, un autre système. Et si tu es travailleur, si tu es vaillant, si tu fais de bonnes choses, tu as même la capacité d'être roi à la fin, dans ce sens que ce n'est pas comme le marchand d'esclaves, le marché d'esclaves qu'on a connu avec le système occidental où ils avaient besoin des travailleurs, ils avaient besoin des hommes, des esclaves, comme on dit. Mais là, c'est une société qui t'éloigne et là-bas, tu retrouves une autre société. Tu peux vivre même mieux que là où tu étais. Voilà un peu, je ne sais pas D'accord. Je voudrais vous poser une question à vous deux. Est-ce que il y a des cas d'enlèvement concernant les batteurs? Est-ce que il pouvait arriver qu'on kidnappe quelqu'un pour en faire un Motu Wasumba? Bon, pour répondre à cette question, tout d'abord, avant de répondre à cette question, juste préciser que le frère Massengo a parlé de Mvila. Mvila signifie clan en langue Congo, puisqu'il lui l'a dit directement. En Congo, Mvila signifie clan.
c'est le pluriel, le singulier, c'est le villa. Voilà. Donc, c'est aussi des noms de. Ce sont aussi des patronymes Congo. Quand quelqu'un s'appelle Villa, Villa, il y a des gens qui portent ces noms-là. Ce sont des patronymes. Euh, Ça peut aussi signifier que ce sont des hommes de clan. Donc, alors, est-ce qu'il y a eu des cas de kidnapping? Déjà, le kidnapping est proscrit par le droit coutumier Congo. On ne kidnappe pas les gens. Ça relève du banditisme. Donc, même là, les justiciers, pas les justiciers, les Nzonzi, les chefs, les Mfumu, ne peuvent pas ordonner l'enlèvement de quelqu'un. L'arrestation, oui, mais enlèvement, non. Parce qu'une personne a des droits, même si elle a commis des actes répréhensibles, cette personne appartient à une famille. Ça, c'est des choses. Bon, maintenant, on ne peut que témoigner sur des choses qu'on sait, sur des faits. Parce qu'il faut aussi qu'on abandonne cette obsession, parce que telle réalité existe chez ce peuple, que nous devons forcément le transposer. Et on en arrive à des confusions. Oui, telle tradition existait dans tel pays, et donc, forcément, ça existe ici. Non, je dis que le monde n'est pas uniforme, il y a aussi une diversité. Dans le cas de l'univers Congo, dont je suis issu, ce que je sais et ce que j'ai appris de mes parents, de ce que mes aïeux ont laissé, il n'y a pas ce genre. Il ne s'agit pas d'une société idyllique, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Il y a bien des choses détestables dans tout système. Mais je dis simplement que ce parallèle me pose problème parce que on ne peut pas transposer des choses qui ne sont pas transposables. Voilà, c'est une question de logique. Alors, est-ce que après, alors, une fois que Permettez-moi d'ajouter. ah oui, je t'en prie, vas-y, tu OK, peux. OK, OK. Notre société est très. Les choses sont très précises. Le mot kidnapping, je ne sais pas s'il existe dans notre société. Moi, je ne connais pas ce mot-là, Moi kidnapping. non plus. À, par- à partir du moment où le mot n'existe pas, ça veut dire cet acte-là, nous ne l'avons pas connu. Tu ne peux pas aller kidnapper quelqu'un. Pourquoi? Mais parce que simplement, nous avons les nkassa, nous avons des feuilles, nous avons des choses qui font de telle manière que si vous avez commis une faute, il suffit qu'on s'adresse aux anciens pour que vous soyez analysés. Dans ce sens qu'on ne peut pas aller quelque part voler une personne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Le Mongasa, merci frère Massengo, tu vois, là, c'est que le proverbe se confirme, hein, Bole Bantu Kaka Somo. Ça veut dire que plus on est nombreux, plus les idées fusent. Effectivement, je n'aurais même pas pensé à Nkassa, alors que je connais très bien le Nkassa. Nous avons une expression qui dit chez nous, Nkento Kabani Minaga wa Nkassa. C'est-à-dire que tu ne peux pas jurer sur la probité d'une épouse sous prétexte que tu es amoureux. Tu dis, ah, ma femme est parfaite et cela, ça peut être valable. On pourrait dire aussi, Bakalakaba Minaka Yankasa Golonkasa est une potion qui est fabriquée par nos Nanankisi, donc nos savants, nos tradis, ce qu'on appelle aujourd'hui tradis praticiens, même le mot me gêne, ce sont des savants, des chimistes qui produisent une potion, mais quand on la boit et qu'on a menti, ben, systématiquement, la sanction tombe. Donc le nkassa, c'est. Voilà, ça existe encore dans nos contrées. Hein. Donc, ça, par exemple, il est La inimaginable. sanction, c'est quelle sanction, Boutamoun? Ben, quand on dit Nkentokaba Nuinaga Wankassa, ça veut dire que tu ne peux pas jurer parce que si jamais il y a eu faute et que tu bois sur une cassa, ben, ça peut te créer des problèmes de santé. C'est pour ça qu'on dit Tu vas mourir. ah Quand ben, tu, quand tu bois le nkassa, c'est, voilà, quand tu bois le mort s'ensuit. nkassa, Donc, la peine est tu grave. vas Donc, faire une voilà. diarrhée jusqu'à ce que mort s'ensuit. C'est-à-dire que tu seras vidé de tout ce qu'il y a dans ton corps et à chaque fois que tu avaleras quelque chose, ça ne pourra même pas tenir dans l'estomac. L'estomac devient poreux. Voilà, une porosité dans l'estomac. Donc, l'estomac ne peut même plus retenir les calories.
tout ce on ingurgite sort systématiquement, nous envoyer une diarrhée, ça peut conduire à la mort, bien évidemment. Donc le Nkassa, moi personnellement, j'en entends parler, mais ça effraie tellement qu'on n'ose même pas s'en approcher. Mais ça veut dire que la personne qui est innocente, par contre, ça n'aura pas Non, d'effet. ça ne lui fait absolument rien. C'est D'accord. toute la... Parce qu'en fait, chez nous, science est indissociable de spiritualité. Et rien ne se fait dans notre société sans qu'on y associe la spiritualité. Parce que la notion de laïcité, ça, ça, ça a pris corps en Europe, particulièrement en France en 1905. Même avant, la laïcité n'existait pas. Combien de fois dans nos sociétés, nous n'avons même pas encore franchi l'étape de la laïcité. Chez nous, tout est spirituel. Quand on dit chez nous, c'est-à-dire que on va aller te traduire en justice chez le Mfumu, le Nzonzi. Mais le Nzonzi est un être spirituel. Moi, j'ai eu la chance dans mon enfance, c'est dommage. Maintenant que je fais de la recherche adulte, tous ces anciens ont disparu. J'ai eu la chance de connaître Tenkewa. Nkewa Joseph a été l'un des plus grands chefs connus au Congo. Il a été même décoré par le président Mariam Wabi. Donc ça, ce sont des choses que j'ai vécues à mon époque. Les Mfumumandang, ce sont des gens qui vivaient dans mon quartier. À Bakongo, des gens que j'ai connus, dont les enfants ont été des condisciples. Mais malheureusement, je n'avais pas un âge pour comprendre l'importance de la tradition. C'était l'époque où nous étions des catéchumènes. Donc l'aliénation religieuse nous a empêchés même de nous approcher. Ces gens étaient redoutés. Hein? Les Mfumu, quand on te dit Samoubago Zonza Mfumu, mais c'était. Les familles tremblaient. Donc le Mfumu avait un pouvoir de procureur de juge parce que c'est lui justement qui proposait le Nkassa. Le Nkassa, on ne le buvait pas comme ça, c'était pas comme aujourd'hui. On est sur Internet, chacun s'improvise. Chef, et puis il propose le Nkassa au risque même de, 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 de décimer toute une population compte tenu des fautes que nous commettons au quotidien. Donc voilà, quand on dit Nkassa, et ça donne des noms. Il y a des gens qui s'appellent Mangassa chez nous, ce sont des patronymes. Donc, les noms peuvent traduire des réalités, des comportements. Voilà pourquoi l'importance du nom chez nous. On ne donne pas n'importe quel nom à quelqu'un. Par exemple, chez les Vili, on a un patronyme qui s'appelle Bouiti. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'appellent Bouiti. Mais en vérité, quand c'était Bouiti, c'était forcément membre de la société secrète des boutistes qui consommaient l'iboga. On pense que l'iboga, c'est qu'au Gabon, mais c'est aussi au Congo. Les Vili sont des Congos côtiers. Donc, il y a un tas de choses et je pense que ce débat est le bienvenu. Merci Foulé de nous l'avoir proposé. Je commence à redécouvrir même l'intérêt de ce débat parce que, bon, quand tu me l'as proposé, j'étais enthousiaste. Mais plus on en parle, il y a des choses qui ressurgissent parce que je n'ai pas toujours l'occasion d'en parler. Et puis, il faut aussi dire que euh, la connaissance dans nos sociétés est initiatique. Omongi ne prend pas la parole qu'il veut. Et on a plusieurs lieux d'apprentissage. Dans une zikwa, Fokola, ce sont des lieux où tout le monde parle. Quand on dit Miekulemba kamiteoko, l'importance des proverbes. Miekulemba kamiteoko. Mais ça résume tout. Ce qui se décide au Lemba est secret. Donc ça veut dire quoi? C'est la conclave. Le Lemba, c'est la conclave. Et figure-toi que le Lemba a quasiment disparu parce qu'avec l'arrivée des Portugais, les missionnaires vont faire un sale boulot en brûlant les temples de Lemba, leur lieu de réunion, ce qui fait que beaucoup des membres du Lemba et des adeptes du Lemba étaient effrayés par le fait que du jour au lendemain, on pouvait les surprises, les brûler. Donc, pour éviter que leurs descendants, progéniture subissent le même sort qu'eux, mais ils les incitaient même à aller à l'église pour camoufler. Et ce qui fait que beaucoup de choses n'ont pas été transmises. Mais figure-toi, moi qui ai la chance de faire la Caraïbe, par exemple, on a la confrérie des Congo en République dominicaine, dans une localité qui s'appelle Villamé, là où il y a encore le Lemba. À Cuba, par exemple, dans des villes comme Matanzas, il y a le Lemba, dont le slogan est Congo Karabali. Ce sont là des sujets tellement denses qu'il nous faudra peut-être plusieurs émissions ici là pour les évoquer.
Mais comme j'ai souvent tendance à te dire, mon cher Foulele, la connaissance a un prix. Nous sommes le seul peuple dont les chercheurs et les savants sont indigents. Beaucoup meurent dans la pauvreté et ce sont des choses qu'il faut absolument éviter. Il faut aussi que les nôtres comprennent que les chercheurs que nous sommes ne bénéficient d'aucune aide extérieure ni de soutien, même interne. Donc, il faut qu'il y ait un effort. Moi, j'aime toujours récompenser les gens qui considèrent le travail des autres. Là, on peut davantage s'étendre. Parce que les gens ont pris l'habitude de s'abreuver à des sources dont l'eau est limpide, mais qui ne font même pas l'effort de mettre une eau bol. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je monnaie mon savoir. Parce que ma plus grande hantise, c'est de mourir pauvre. Je n'ai pas envie de m'ajouter sur la liste de ces grands chercheurs indigents, des hommes comme les Abdou Moumouni, brillants scientifiques nigériens, qui a été l'un des premiers à expérimenter l'énergie solaire. Cet homme est mort alcoolique. C'est incompréhensible. Son épouse, le docteur Aïssata Moumouni, qui nous a quittés il y a moins de 2 ans au Niger, est morte dans l'anonymat alors que c'était l'une des plus grandes mathématiciennes. Est-il normal que le docteur Ben, le docteur Sebi, des hommes qui ont été à l'avant-garde dans le combat scientifique, partent comme ça? On pourrait même ajouter Cheikh Anta Diop. Certes, il n'est peut-être pas mort indigence, qu'il avait quand même un salaire. Mais quel salaire par rapport au savoir qu'il a produit? Nous sommes tous heureux de le citer, de le paraphraser. Mais voilà, je crois que si Cheikh Anta Diop avait vécu à l'ère de l'Internet, il aurait peut-être pu monnayer son savoir et gagner beaucoup plus d'argent. Hein. Ça aurait été une alternative par rapport à tout ce qu'il a subi. Le fait qu'on l'a empêché d'enseigner dans son propre pays. Un homme comme Kizerbo, qui a créé le CAMES, qui permet de former des enseignants au Burkina Faso, n'a même pas été décoré de son vivant. Hein? Ça, ce sont des choses, justement, toi qui organises souvent des événements comme des rencontres virtuelles, il faut aussi insister sur le fait que la connaissance a un prix et que les nôtres doivent aussi apprendre à faire l'effort de soutenir les nôtres. Je donnerai un deuxième exemple, dernier exemple, avant de conclure. Nous avons un frère qui a récemment rendu l'âme, paix à son âme, je ne citerai pas son nom pour éviter les polémiques. De son vivant, c'est quelqu'un qui a bataillé pour financer ses travaux. Et c'est à sa mort que les gens de la communauté découvrent l'importance de ces travaux et vont tous s'emparer de ces bouquins au point où on n'en trouve plus. Est-ce qu'on peut vivre des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle lorsqu'on est sous terre? Non. Donc voilà aussi la raison pour laquelle généralement je n'aime pas trop m'étendre sur la toile parce que les gens veulent s'abreuver, mais il faut qu'ils sachent que ce que nous faisons, ce que nous disons, nous allons le chercher. Payer des billets d'avion, des hôtels, etc., ben, ça nécessite des fonds. Manish. Je partage entièrement. L'effort doit être partagé. Vous, chercheurs, vous fournissez un effort dans tous les sens. Sinon, parce que toi, je parle de toi particulièrement que je connais, tu investis dans du matériel, dans les voyages, etc. C'est de l'argent. Et les nôtres s'attendent à ce que tu viennes livrer tes connaissances, tout ce savoir-là comme ça. Non, je suis entièrement d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais commis pour moi, cette offense de t'inviter, te proposer de venir faire quelque chose gratuitement. Et le pire, c'est que je ne, du coup, même te faire venir pour faire quelque chose de payant, je n'ose même plus parce que même quand tu fais ça, à moindre coût, ils sont même pas là. Donc, enfin, je vais clore ce débat parce que on en parle souvent, mais tu sais bien que tu es soulevé cette question-là. Non, ils sont là sur certains sujets, parce qu'il faut dire aussi que Oui, tout à la fait. connaissance, et non, les nôtres savent dépenser de l'argent pour certains sujets, notamment tout ce qui a trait à la spiritualité, parce que les gens sont à la recherche de la magie, des miracles. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que la spiritualité, c'est avant tout aussi la science. Avant d'aller se jeter dans un bain, il faut au moins prendre la précaution d'en connaître la température de l'eau du bain. Donc les gens veulent aller s'initier
à des spiritualités sans connaître l'histoire. Ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des talismans, je ne sais pas, pour s'attirer la bonne étoile. Bref, il faut clore ce sujet parce que je pense que Tout à fait. ça au risque de Donc, s'éloigner de notre sujet initial. euh, je vais revenir sur les Bantu Asumba. Que se passe-t-il quand un individu donc, qui va, entre guillemets, je dis, subir cela, est-ce qu'il peut arriver qu'un Muntu Asumba s'enfuit? Parce que peut-être, alors déjà, je veux dire, a priori, vous l'avez dit, a priori, quand il arrive dans une famille, ben, il ne va pas s'enfuir puisqu'il est accepté, puisqu'il va être intégré. Et à partir du moment où on intègre, donc, c'est-à-dire que la famille qui reçoit la personne va vraiment participe à l'intégration. Donc, il n'y a aucune raison, mais là, je pose la question, est-ce qu'il peut arriver qu'un Muntu Asumba s'enfuit pour repartir dans la famille de laquelle elle a été, entre guillemets, exclue? Non, parce que l'exclusion est définitive. Généralement, lorsque quelqu'un est exclu d'une famille ou lorsqu'il y a rupture entre deux, parce que les exclusions, ça peut être des clans, hein. Ça peut être dans une famille, deux frères de même père, même mère peuvent se séparer, puisque chacun des frères a ses enfants. On dit, voilà, vous n'êtes plus parenté, c'est fini. Donc, on passe la noix de palme, la noix de palme sèche qu'on appelle un brandy chez nous, qui signe la rupture définitive. Et une fois qu'on est exclu, où il y a rupture définitive, c'est définitif. Et on peut pas reculer. Peut-être que bon, il y a peut-être eu des cas de réconciliation, mais moi, personnellement, j'en connais. Quand chez nous, on dit, bah, c'est grave. Généralement, même quand il y a des disputes, on s'arrange à ne pas emmener la noix de palme sèche, parce qu'une fois que c'est cassé, c'est fini. Voilà. Puisqu'une noix cassée ne peut pas être recollée. Absolument. Voilà. C'est ça la symbolique, en fait. Et généralement, parce que tu dis bien quand on a accepté, non. Le mot accepter est faible. Quand on t'a adopté, ça veut dire que quand on t'a adopté, on t'a donné de l'amour. Tu es un membre à part entière. C'est-à-dire que tu deviens l'oncle d'une fillette qui vient de... Tu peux en être le parrain. Voilà, il y a des tas de choses. Je donnerai un autre mot, mais en Kikongo, une expression qu'on utilise très peu, mais qui peut nous enseigner sur les Bantu Nsumba. C'est par exemple quand on dit Mwambingu. Mwambingu chez nous, ça signifie le chant de chasse, le chant qui accompagne le chasseur. Mais ça peut aussi faire référence à l'homme de confiance. Là, il y a un Mwambingu. C'est-à-dire que quand on dit chez nous chant de chasse, ce n'est pas péjoratif. C'est bien au contraire. Ça veut dire que pour aller à la chasse avec un chant, ça veut dire que ce chant est très utile. Donc, c'est le chant qui souvent aide le chasseur à trouver des solutions, à repérer les proies. Donc, c'est l'homme de confiance et moi, Mouton Soumba, peut devenir aussi un Mwambingu, c'est-à-dire une personne de confiance qui vous accompagne partout. Voilà, un bras droit. Donc, on pourrait aussi appeler Mwambingu. Donc, ça, ce sont des mots. C'est pour cela que, pour discuter de ces concepts de Mouton Soumba, il faut absolument comment dirais-je, maîtriser la langue. Et le frère Massengo parlait tout à l'heure des maisons où on enfermait des gens, mais ces maisons, une maison, c'est pas une prison, hein, parce que c'est un lieu temporaire avant que la sanction, parce qu'une maison, on peut s'en échapper facilement. Ce n'est pas non plus du béton armé, c'est pas de la ferraille. Je veux dire, une prison, ce sont des portails, parce qu'il il y a des alarmes, il y a des fils de fer, il y a des barbelés. Une prison, c'est un lieu concentrationnaire, hein, dont on échappe très difficilement. Donc, il n'y a même pas de comparaison à faire. La prison, c'est un lieu qui vous enlève votre esprit, qui vous traumatise. Il faut être fort pour résister à une prison. Hein. Bon, sans t'interrompre, effectivement, j'ai regardé dernièrement un documentaire sur les prisons de la Maca, hein, en Côte d'Ivoire. Et, et j'ai vu que, bah, d'ailleurs, il n'y a pas que là, le simple fait que l'être humain soit emprisonné, donc, euh, il y avait donc un développement de cas d'homosexualité. Ce qui, chez nous, est pas possible. Enfin, c'est une pratique peut-être en pays, peu importe, mais en tout cas, c'est pas une valeur, c'est pas une norme qui est envisageable chez nous.
Mais je comprends pourquoi nos ancêtres ne pouvaient pas envisager d'enfermer l'humain. Tu as dit, il est sacré. Parce qu'effectivement, dès l'instant où on enferme l'humain, surtout en plus que des hommes entre eux, comme c'est le cas dans le milieu carcéral ici, ben forcément, ça va développer des comportements des gars qui vont sortir justement cet individu de son humanité. Donc, effectivement, je comprends tout à fait quand tu dis que ça ne peut pas Et puis, exister. dans le cas, par exemple, des prisons en Afrique, moi, je trouve même que les prisons en Afrique sont très relaxes comparées aux prisons en Occident, parce que j'ai eu l'opportunité, en tant que conférencier enseignant, d'intervenir au milieu carcéral. Donc, j'ai vu les conditions dans lesquelles il m'arrive de temps en temps d'intervenir dans le milieu carcéral en tant qu'enseignant, en tant que conférencier, même en tant que euh, 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 artiste, hein, puisque je fais du jazz. Il nous est arrivé de donner des récitals de jazz dans une prison en Afrique, etc. Mais quand on compare le milieu carcéral en Afrique, en Europe, la seule différence, peut-être qu'on pourrait dire que les conditions d'hygiène sont un peu plus déplorables en Afrique, surtout aussi la surpopulation, mais ça reste quand même très humain. Les gens ne sont pas enfermés dans les cellules 24 heures sur 24 heures. Vous allez à Maka, la célèbre prison de Kinshasa, les gens sont dans la cour, ils discutent, ils reçoivent de la visite. Et la visite parfois est limitée. Il y a même des nganda, les gens peuvent boire. Donc, ce n'est pas aussi, c'est-à-dire que ça reste des prisons, bien évidemment, puisqu'on n'est pas libre d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut, mais ça reste quand même humain comparé à certaines prisons où on t'enferme au point de péter les plombs. Voilà. La prison en Afrique, je ne dis pas qu'elle est dorée, mais en tout cas, les conditions d'emprisonnement ne sont pas comparables. Voilà, même le maton, parfois, c'est quelqu'un qui vient du quartier, qui t'emmène les nouvelles de ta famille. Ce qui n'est pas le cas ici. On te dit la loi, c'est la loi. Donc, je pense qu'il y a des comparaisons qui ne sont même pas possibles. Madame Sengo, est-ce que tu voudrais peut-être ajouter quelque chose ou Tata Massengo, je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou Je crois que d'accord. ton micro est fermé, Oui. il faut l'ouvrir. Eh oui, la technologie, le micro est fermé. Ton micro est ouvert. Voilà, maintenant il est ouvert. Je te Évidemment, demandais donc si tu avais quelque chose à les rajouter avant. conditions. Oui, je dirais que les conditions d'emprisonnement en Europe comme en Afrique ne sont pas les mêmes, mais je ne vais pas, je dirais pas qu'en Europe c'est mieux ou en Afrique c'est mieux parce que il y a aussi des prisons où l'humanité n'est pas n'est pas respectée, des prisons où on ne plus ou moins politique, ou des fois où on ne vous donne même pas à manger À manger. pendant je ne sais combien de temps, où vraiment l'hygiène n'est pas respectée. Et ça, je dirais que peut-être que ceux qui sont prisonniers, euh, où il y a des barres de fer dans les fenêtres, peut-être qu'ils seraient mieux que ceux-là qui ne savent même pas, qui dorment. Il y a des prisons où on dort partout. Donc, vous dormez pendant 3 heures, il faut vous réveiller parce que l'autre va dormir. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, mais voilà. Non, il n'y a pas de bonne et de Merci. mauvaise prison. Une prison, c'est une prison, hein. C'est un lieu détestable. Personne ne souhaiterait aller en prison. Mais ce que je veux dire, les rapports humains, c'est quand même très important quand on se retrouve parce que c'est Ouais. quand on est en prison, c'est le mental qui est touché. Je veux dire, la prison, c'est surtout le mental, c'est pas toujours physique, Eh hein. oui, Le fait d'être la privation, c'est ça qui vous eh range oui. plus, hein. Parfois même, il mieux vaut parfois prendre quelques coups de fouet et plutôt que de se retrouver à l'isolement, se retrouver dans un mitard, je sais pas. Bon, c'est pas des choses que je souhaiterais expérimenter dans ma vie,
Mais j'imagine bien que ça doit être pénible quand on voit des gens enchaînés, etc. Mais ayant justement pu intervenir aussi bien dans le milieu carcéral en Afrique ou en Europe, je vois quand même qu'il y a une très grande différence. Euh, Autant en Afrique, on peut déplorer les conditions d'hygiène parce qu'il n'y a pas un service d'entretien, mais l'avantage, c'est que du prisonnier en Afrique, s'il a des parents qui ne l'ont pas abandonné, on lui amène à manger. Et c'est de la nourriture faite à la maison. Tandis qu'en prison, ailleurs, c'est la prison qui décide de ton repas. Parce que généralement, l'administration pénitentiaire chez nous ne dispose même pas d'un budget. Quand même budget il est détourné par le directeur du centre pénitentiaire. Donc, c'est toujours, j'ai rarement vu des prisons en Afrique où on donne de la nourriture. Hein. La nourriture, souvent, provient de la maison. Donc, c'est pour cela que je parlais un peu d'humanité. Et souvent, même le maton, c'est pas quelqu'un qui est comme un robot qui est là, qui exécute les règles. Il peut être relax, t'emporter une petite. On voit beaucoup de choses comme ça qui se font. Ça relève de la sociologie. Et je pense que les sociologues pourront mieux nous expliquer un peu. Bon, c'est un autre débat. Pour ne pas s'en éloigner, je pense que nous allons conclure parce que Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Donc, ce qu'on peut retenir, en tout cas, c'est que donc c'est pas de l'esclavage, c'est même pas donc c'est pas une personne donc qui est considérée comme un prisonnier non plus. Elle n'est pas, c'est pas non plus vrai tout à fait une punition. On peut y voir quand même le besoin quand il y a une faute. Effectivement aussi, il peut être servir pour racheter une faute commise, un mal qu'on aura commis dans une famille. Mais en tout cas, voilà. Merci en tout cas. Merci. Je ne vais pas te retenir. Je sais que Lasconi, tu as beaucoup de travail. Comme je t'ai dit, je savais que ça n'aurait pas été évident et merci d'avoir accepté parce que c'est très bien. Ça la preuve d'ailleurs que tu n'es pas un mercantiliste. C'est pas la preuve. Tu ne m'as rien demandé. Tu as je accepté. n'étais jamais rien demandé. Je Oui, mais oui, je le dis pas. Enfin, je le fais Donc, ce juste. n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une À toi, je exception. ne demanderai rien parce que nous sommes des vieux frères, nous avons grandi ensemble, nous avons fait nos débuts ensemble et je te dois, et je n'ai jamais cessé de te rendre hommage du fait que lorsque nous étions enfants, bien que je sois légèrement un aîné, le droit d'aînesse, j'y tiens, légèrement un aîné, c'est grâce à toi que j'ai appris à acheter des disques. Ma collection de disques, je te la dois parce que tu as été le premier à ouvrir cette voie. Toi, tu as eu la chance d'être entouré de mélomanes. Et donc, toi, tu as appris à acheter les disques très tôt. Et c'est en te voyant aller acheter des disques que j'ai appris aussi à les acheter. Et c'est à partir des disques et des concerts que nous allions voir ensemble, les Burning Spear, les Cultures, les Aswad, les Steel Pulse, que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Aujourd'hui, si nous pouvons tenir cette conversation, c'est parce que ça découle de notre conscience. Et cette conscience, nous l'avons acquise grâce au travail qui a été fait par nos dévanciers, les David Hein, les Joseph Hill, les Bob Marley, les Jacob Miller. Moi, je te dis, Foulé, aussi le fait de participer à tes rencontres virtuelles, c'est aussi une façon de te remercier, de payer mon obol, de m'avoir fait découvrir des hommes comme Mouta Barouka, grand poète qui m'a permis c'est son texte que j'ai utilisé quand j'ai passé mon bac. Donc, Angola Invasion, Famine Injection, c'est à toi que je dois ça. Michael Smith, même en dehors du reggae, parce que je n'aime pas les hommages posthumes, je dois encore appuyer. C'est grâce à toi que j'ai découvert la musique afro-péruvienne. Susanna Baca, que j'ai été voir il y a 2 mois environ. C'est toi qui m'as fait découvrir cela, alors que je suis légèrement plus vieux que toi. Tu as été un avant-gardiste et je n'ai pas compris comment tu as pu tuer cette flamme. Je ne la reconnais plus, je ne la retrouve plus chez toi. Hein? Je serais vraiment heureux que tu retrouves cette flamme parce que j'ai l'impression que elle s'est éteinte. Et ça, je te le reprocherai aussi longtemps parce que cette flamme, moi, je venais chez toi pour raviver la mienne. Et du jour au lendemain, je ne la sens plus. Tu restes là, engagé, mais ce n'est plus cette flamme. Donc, vraiment, rends-moi un service. Je voudrais que tu retrouves cette flamme. Je ne la constate plus. Mais c'est en cours. T'inquiète, c'est en cours et elle reviendra.
Mais une fois de plus, merci. Merci aussi Moutaba Sengo à qui j'ai lancé l'invitation parce que j'ai pensé aussi que c'était bien en dehors de toi, Lasconi, qui y ait une autre personne qui est justement aussi locutrice de cette langue-là et qui connaissait certainement cette tradition, qui puisse aussi en parler. Et je vois qu'il n'y a pas eu de controverse finalement, parce que c'est la vérité, c'est quelque chose de vrai dont nous parlons. Donc, merci Mutamatsengo d'avoir accepté mon invitation aussi. Lasconi, je t'ai invité, donc je te laisse quand même le dernier mot. Ben, écoute, merci à Moutamasengo d'avoir Mais c'est à moi. participé à cette rencontre parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et à un moment donné, je ne le voyais même plus sur la toile. Mais en fait, il avait changé de compte Facebook. Donc, juste pour rappeler à Moutamasemo que mon dernier voyage en Haïti remonte d'il y a 3 ans et demi. Et donc, j'ai été à Kenskoff, où j'ai rencontré le maire François Corellius. J'en profite pour lui faire un coucou, qui m'a parlé de toi, qui m'a dit, mais il y a Massengo qui est passé ici, nous travaillons ensemble. Mais c'est un frère, j'ai dit, finalement, le monde est petit. Haïti, où nos ancêtres ont été déportés dans des conditions qu'on sait, aller me retrouver à Kenskoff, la commune la plus haute de Haïti, qu'on me parle de toi, ça m'a fait chaud au cœur. Tu m'y avais précédé, et donc comme quoi, que voilà, voilà, l'esprit est là, l'esprit des ancêtres nous guide. Merci d'avoir été une boussole. M'attends devant Sagena. Merci aussi. Très bien, très bien. Mais, En tout mais- cas, vous êtes tous les merci deux. aussi, hein, parce que j'ai aussi été. Non, je t'en prie, Mutamasengo, tu OK. peux. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être parmi vous parce que vous êtes des big chiefs dans ce que nous sommes en train de faire. J'étais aussi à Viameya, à Saint-Domingo, où j'ai eu la chance quand même de rencontrer Sisto Binié, le roi Congo de Viameya, et toute cette congonité qu'on vit. Mais je profite de cette occasion pour dire que les 28 et 29 octobre, nous avons le Malakima Congo, le festival Malakima Congo des Fils du Léopard. Donc, il n'y a pas seulement que les Congos du Gabon, des deux Congos et d'Angola. Maintenant, ça s'étend jusqu'en Amérique, ça s'étend partout où on parle de la peau du léopard, des griffes du léopard, des dents de léopard. Vos invitations sont en préparation, elles vont vous arriver le plus tôt possible. Bon, c'est Moutafoulele, noté. encore un grand merci. C'est noté. Par- Ah, d'accord. Boutafoulele, c'est un grand merci pour tout ce que tu as toujours fait pour la communauté et merci, quoi. Plus rien à ajouter. Merci pour le thème. On t'entend pas fouler les hein, ton micro est coupé. Ah oui, je disais, on y contribue tous et voilà. Et bon, vous êtes aussi mes aînés, ce n'est pas rien, parce que de toute façon, même si Lasconi a dit que c'est de moi, enfin je l'ai, bon bref. Mais je sais que lui, il est modeste, mais moi, j'ai beaucoup appris aussi grâce à lui. Mais bon, Okay. voilà. Et Tata Masego, j'écoute beaucoup aussi ce que tu organises comme rencontre. Et il y a beaucoup à apprendre, mais on est tous là. Malheureusement, bon, les gens ne sont pas toujours là à saisir l'importance de ce que tu fais. Et l'essentiel pour moi, c'est qu'on crée de la documentation parce que il y a encore des enfants qui viennent derrière nous et au moins on laissera quelque chose. Voilà, merci beaucoup, Lasconi, je te libère. Ça fait un moment que je dis je te libère, mais je ne le fais pas. Cette fois-ci, je te libère. Tata Masengo, je vous libère donc tous les deux. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Le bâti est partagé. Merci.
En Afrique, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de bagne, il n'y avait pas de guillotine, on n'étranglait pas les gens, on ne les égorgeait pas et on les condamnait pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait commis un préjudice, il y avait un conseil de sages qui se réunissait et cette personne était condamnée à servir les intérêts de la partie dont elle avait nui. C'est-à-dire, vous avez tué quelqu'un qui avait 4 bœufs à s'occuper. Dorénavant, c'est vous qui allez vous occuper des 4 bœufs. Et si il y avait 2 vaches qui donnaient du lait pour les enfants le matin, c'est vous qui allez traire la vache pour donner du lait à la maman pour qu'elle nourrisse ses enfants, parce que le papa, c'est vous qui l'avez tué. Ça, Liliane Crété l'a écrit noir sur blanc dans le document. Dans les documents qu'elle a fait, Serge Dagé, spécialiste de l'histoire de l'Afrique, l'a mis noir sur blanc. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de GIGN, il n'y avait pas la police, il n'y avait pas la gendarmerie. Il n'y avait pas tout ça. Donc il y avait un fonctionnement, vous avez commis un délit, vous êtes condamné à réparer le délit en vous mettant au service de la partie qui a subi le préjudice. Bernadette Menuet, directrice de recherche au CNRS, elle a fait une thèse sur la question et elle est égyptologue. Donc c'est pour vous dire quand même, il y a quand même des dossiers qu'elle met, et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Regardez par exemple un exemple. Vous avez un auteur qui vous dit quelque chose qui dépasse l'enseignement. Il vous dit l'acheminement des esclaves de l'intérieur du continent jusqu'à la côte était assuré sans participation des Européens par les Africains. D'accord? Il vous montre une illustration. Vous avez 2 bonhommes qui sont en train d'amener 24 personnes et chaque bonhomme a un fusil à la main. Alors, à défaut de me donner les coordonnées GPS, si on n'a pas l'adresse exacte, je suis preneur même des coordonnées GPS, de l'usine en Afrique qui fabriquait le fusil et les munitions. En quelle année? C'est-à-dire au 15e siècle. Au 15e siècle. Voyez-vous, hein, je suis OK pour dire que l'Afrique est acheminée. Mais si le fusil ne venait pas de l'Africain et les munitions ne venaient pas de l'Africain, vous ne pouvez plus dire que l'Européen n'est valable que pour 2%. 98% du problème, c'est le fusil. Parce que sans le fusil, je vois mal comment 2 personnes vont en maîtriser 24. C'est tout. Moi, je mets tout simplement 2 personnes devant une porte. Nous arrivons à 24 et je demande aux 2 personnes de nous empêcher de sortir de la porte. On va voir si c'est possible sans fusil de nous empêcher de passer. Donc, il faut arrêter de raconter aux gens des sornettes. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Il y a une déclaration qu'a fait notre responsable à l'UNESCO que j'apprécie, c'est monsieur Ali Moussaïe. Je vais vous lire sa déclaration parce que elle est importante. Il dit que, voilà, la plupart des sociétés qui ont pratiqué la traite négrière et l'esclavage ont dû faire appel à toutes leurs ressources scientifiques, religieuses et politiques pour justifier moralement, intellectuellement, juridiquement ce crime contre l'humanité. C'est ainsi que les théories de l'inégalité des hommes, notamment sur l'infériorité congénitale de l'homme noir, ont été construites. Cet héritage nourrira par la suite toutes les politiques de domination, de racisme et de ségrégation contre les peuples colonisés. Ce sont ces mêmes idéologies monstrueuses qui seront mises à l'ordre du jour par le nazisme appliqué au cœur de l'Europe. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que s'il était vrai qu'en descendant en Afrique, l'Européen tombe sur des rois qui ont déjà des stocks et qui lui dit voilà, je suis embarrassé, prends. L'Européen n'aurait pas été obligé d'organiser l'idéologie du racisme et de la supériorité des races. C'est parce qu'il savait très bien il sait que ce qu'il dit est faux et la preuve qu'on peut lui avancer, c'est de lui dire mais si c'était vrai, tu n'aurais pas échafaudé la thèse de la supériorité des races en disant il y a les races dominantes, il y a les races inférieures et compagnie pour justifier ce que tu fais. Parce que s'il y a des rois qui vendent, quelle est l'utilité de dépenser autant d'argent pour faire ça? On n'en a plus besoin. Le passé peut marquer un destin. Tel est le cas de celui de Nzissi, jeune fille que le poids d'un héritage lié à une tradition scellera le cours de la vie. Ce roman retrace son parcours entre souci de soi, estime de soi, révolte et réconciliation.